rêver d'aventure dans les pays sauvages. Venez avec nous explorer l'Alaska, pendant que ce pays est encore dans son état primitif, presque intact, à peu près tel qu'à la création du monde. Permettez-nous d'abord de vous présenter deux vétérans des pistes glacées, le capitaine Jacques Robertson et son inséparable compagnon, Scooter. En route! Notre vapeur met le cap au nord-ouest. Pendant des kilomètres et des kilomètres, nous suivons les rives et nous voguons dans des eaux peu profondes. Scooter est toujours en éveil. Il ne s'accorde pas un instant de repos. Nous sommes à peine en route qu'il a déjà pris sa faction pour surveiller la ligne de côte. Curieuse coïncidence, c'est justement sur ce rivage désert que nous l'avons recueilli il y a 2 ans. Depuis, il nous a accompagnés dans bien des voyages, parfois même sur des pistes dangereuses. Nous n'avons jamais eu le courage de le laisser en arrière. Cela nous aurait fait trop de peine. Première rencontre avec les lions de mer. Admirez cette charmante petite famille. Ceux-ci appartiennent à une espèce particulière à l'Alaska. Ils sont parfaitement inoffensifs et vivent ici comme sur les îles Rocheuses, en toute indépendance et liberté. Ce mâle est le défenseur de la famille, aussi fait-il bonne garde auprès de ses petits. Et voici le grand chef de la tribu. À Prince William, nous laissons notre bateau pour en prendre un plus petit et nous cinglons vers le nord. Les glaces flottantes se resserrent, nous approchons des glaciers. La paroi glacée de la montagne s'effrite continuellement en parcelles qui tombent dans la rivière, si bien que la surface de l'eau est toute brillante de petits éclats de cristal flottant. Et tous ces petits glaçons étincelants au soleil, le courant semble constellé de diamants. Le nez de notre petit navire pique joyeusement entre les glaces. Les blocs sont de plus en plus volumineux et ils encombrent de plus en plus le courant. Ce sont tous des fragments brisés de la base des grands glaciers. Certains icebergs atteignent une hauteur de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ils s'enfoncent quelquefois jusqu'à 300 mètres au-dessous. C'est assez dire l'énormité de leurs proportions. Celui-ci, au reflet d'or, est un glacier détaché de la montagne. Le glacier d'Harvard, relique de l'âge glaciaire, s'élève de 150 mètres au-dessus de l'eau et s'enfonce à 400 mètres au-dessous. Nous assistons à la féerie des icebergs. Sous le revêtement qui les dissimule, les blocs de glace glissent insensiblement, ainsi que s'écoule l'eau d'un fleuve dans le canyon qui leur sert de lit. Inutile de dire que la navigation entre ces masses mouvantes est des plus délicates et qu'elle ne va pas sans danger. Le grand mur de glace pénètre jusqu'à 160 km dans la montagne, développant une masse énorme dont la surface est entièrement recouverte par les abondantes chutes de neige. Voici les chèvres des montagnes rocheuses, les plus extraordinaires alpinistes qui soient au monde. Il semble qu'elles prennent plaisir à se percher sur les aspérités de roc les plus aiguës et que ce soit une joie pour elles de défier les lois de l'équilibre.
les eaux s'écoulent vers le nord. L'ours noir est l'espèce d'ours la plus abondante de toutes celles que l'on rencontre en Alaska. En voici deux en train de jouer. Les oursons se livrent à la chasse aux fourmis qu'ils essaient d'attraper dans un tronc d'arbre. Nous allons maintenant rendre visite à un vieux pionnier, type caractéristique de ces régions où l'on en rencontre des milliers comme lui. Il vit ici avec son chien pour unique compagnon. Avant de devenir prospecteur, il a navigué pendant 40 ans et voilà 30 ans qu'il vit seul dans sa cabane. Nous avons la chance que le vieillard nous procure un canoë, ce qui nous permet de continuer notre route vers le nord aussi loin que possible. Les voyages par eau sont de beaucoup les plus favorables dans ces régions désertiques. Nous ne voyageons jamais par terre, tant qu'un courant quelconque nous permet de faire flotter une embarcation. Et le canoë est la plus précieuse invention que nous ayons héritée des Indiens. Nous quittons les eaux paisibles. Aussi, nous écoutons avec attention le bruit qui annonce les rapides dangereux. Quel sport excitant que la descente d'une rivière! Pendant des kilomètres, nous filons sur les eaux rapides, en suivant les bords escarpés qui semblent fuir, tant nous allons vite. Le moindre obstacle rencontré à une telle allure nous ferait immanquablement chavirer. Malheureusement, notre chère rivière fait un détour vers l'ouest. Nous sommes donc forcés de la quitter et nous poursuivons notre route vers le nord par les pistes des montagnes. Les chemins des grandes montagnes sont trop ardus et trop dangereux pour les chevaux. C'est pourquoi les chiens de traîneau de l'hiver deviennent les chiens porteurs en été. Cet animal porte à travers les montagnes une charge de 20 kilos. Ici, dans le nord sauvage, le chien est un ami, un guide et un allié. Les chiens entraînés au portage font preuve d'une intelligence extraordinaire. Ils suivent les courants, les sentiers cachés, jugent de la profondeur de l'eau quand il faut passer à gué. Enfin, ce sont de vrais pionniers qui étudient prudemment tous les accidents de la route. Ils n'ont pas besoin que ce soit l'homme qui les guide, leur instinct, qui ne les trompe jamais, y suffit. Les bûcherons descendent de la montagne, guidés par leurs chiens fidèles, vers un cours d'eau qui amènera le bois à destination aux entrepôts de la rive nord. Nous traversons en leur compagnie une série de campagnes merveilleuses. Après avoir grimpé pendant des kilomètres le long des rives du rapide, nous arrivons à un endroit où les prospecteurs ont construit un pont rudimentaire, sans doute pour aller marquer leurs concessions. Et nous en profitons. D'ici, les chiens vont retourner chez eux et nous continuerons seuls. Nous rencontrons de superbes cascades qui coupent notre piste. Elles tombent d'une hauteur impressionnante et nous éclaboussent au passage. Nous avons la chance de surprendre Bernard. L'un d'eux va se dissimuler prudemment derrière un rocher. Maître Renard est à l'affût d'un troupeau de ptarmigans, poules sauvages de l'Alaska. Cet oiseau offre le plus parfait exemple de camouflage naturel. Au printemps, son plumage est tacheté de blanc et de gris pour se confondre avec les rochers dans la neige. En été, il revêt celui d'une pintade mouchetée de vert afin de disparaître dans l'herbe où il fait son nid. Et en hiver, il est si complètement blanc qu'on le distingue difficilement sur la neige. Comme il vit uniquement sur le sol, cette protection naturelle est son seul moyen de défense. Le mont McKinley dresse sa haute silhouette abrupte qui s'estompe dans la brume. Il s'élève à une hauteur d'environ 7000 mètres. Le sommet de cette montagne n'a été atteint qu'une seule fois. En été, c'est une région d'eau vive. Chaque canyon devient un torrent qui se déverse dans les champs de neige et les glaciers lointains. L'eau sous toutes ses formes, cascades, champs de neige ou glaciers, donne au site une majesté unique. Le bord de cette tranquille rivière est l'endroit rêvé pour prendre un...
Le caribou est le gros gibier le plus abondant de l'Alaska. Il erre en grands troupeaux à travers le pays. Nous le rencontrons ici sur un des hauts plateaux proches du sommet des montagnes. Quand les journées sont chaudes et que les mouches les obsèdent, il passe la plupart du temps à la limite des neiges éternelles. Ils descendent dans les prairies à la fraîcheur du soir. Les caribous sont les seuls représentants de leur espèce chez qui les individus des deux sexes possèdent des cornes. Chaque hiver, ces animaux perdent une grande quantité de leur bois. Mais au printemps, de nouveaux se mettent à pousser. Et nous les voyons ici en train de frotter contre les arbres les nouvelles pousses de leur bois. Leurs ramures gigantesques donnent vraiment une splendide allure à ces silhouettes qui se détachent sur le ciel. Voici encore un couple d'ours noirs. Ils sont de quelques mois plus âgés que ceux que nous avons rencontrés dans la montagne. Ces animaux sont tout à fait inoffensifs et ils nous apparaissent vraiment comme les clowns de la forêt. Ils adorent faire la cueillette des mûres. Cet endroit qui en est bien fourni est pour eux un bon terrain d'entraînement. Les montagnes de l'Alaska recèlent des gisements de houille. Des mines gigantesques s'étendent sous les pics de ces montagnes. On rencontre des couches de 3 à 4 mètres d'épaisseur qui s'étagent les unes sur les autres. Nous cherchons toujours à établir notre campement auprès des gisements pour nous éviter la corvée de bois. Les journées deviennent froides et une première chute de neige nous a averti qu'il était temps de songer au quartier d'hiver. Nous allons tenter de descendre la rivière déjà encombrée de glaçons. Mais les glaces flottantes sont difficiles à éviter et si nous cessons de zigzaguer, nous sommes entraînés à une vitesse dangereuse. Nous abandonnons maintenant la rivière pour nous diriger vers la cabane d'un vieil ami. Avec quel plaisir nous retrouvons nos chiens. C'est pour nous l'assurance d'avancer dans de bien meilleures conditions. L'hiver les rend maîtres absolus de la situation, et c'est d'eux que nous dépendons entièrement. Notre splendide attelage de 16 chiens est prêt, il attend devant la cabane. Au moindre bruit, ils dressent l'oreille, impatients de partir. Un vieux guide, dirigé uniquement à la voix, mène l'attelage à travers cette immensité blanche dépourvue de piste. Et quand il s'agit de décider du chemin à suivre, il est souvent plus malin que son conducteur. Quand la neige est molle, les chiens enfoncent si profondément qu'il faut les stimuler sans cesse de la voix pour les faire avancer. La nuit tombe, on improvise un camp. On donne aux chiens leur ration quotidienne, un saumon séché pour chacun. Les chiens de trait restent toujours attachés, même au repos. Dès le matin, on se remet en route. Incident de feuillage. Tout est
remise en ordre. Nous repartons. Tant que cela nous est possible, nous voyageons sur les lacs glacés. La neige y est beaucoup plus lisse et nous savons que nous ne risquons pas de nous accrocher à quelques roches. Nous traversons des étendues immenses et splendides, d'une blancheur impeccable et absolument vierge de toute piste comme de toute empreinte. C'est un vrai désert qui se développe autour de nous à perte de vue. Nous arrivons enfin à ce qui doit être notre logis pendant les mois d'hiver. Scooter veut absolument se rendre utile à quelque chose. Et il ne trouve rien de mieux que de se désigner lui-même pour monter la garde. Mais voilà que le soleil refait son apparition. Le printemps est tout proche et avec lui le grand dégel. Nous assistons à la libération des eaux. De toutes parts, elles s'élancent, bondissent, jaillissent, comme heureuses d'avoir recouvré leur indépendance, et c'est partout un déchaînement de cascades et de torrents. Le courant a bien vite repris sa force et entraîne les blocs qui le tenaient prisonnier. Il suffit d'une fissure dans la glace pour donner le signal de cette débâcle. Et en 2 heures, toute la croûte glacée de la rivière, sur des milliers de kilomètres, se fracture et se désagrège. Pour les Indiens, le gel et le dégel sont les 2 moments essentiels de l'année, le commencement et la fin des 2 saisons, qui leur imposent chacune un genre de vie différent. Ils n'y voient rien d'autre que le passage de l'été à l'hiver et inversement. Mais pour celui qui est sensible aux merveilles de la nature, c'est le spectacle le plus grandiose qu'il puisse lui être donné de contempler. Nous comprenons maintenant que l'été de l'Alaska a vraiment commencé. C'est cette rivière qui dispense la vie dans tout l'intérieur du pays. Au bord du rivage, 2 petits enfants indiens nous observent avec curiosité. Les Indiens descendent bientôt s'installer le long de la rivière. La pêche est maintenant leur unique occupation. Chaque famille attrape et fait sécher des centaines de livres de poissons pour constituer des réserves de nourriture pour eux et leurs chiens. Près de l'embouchure du Yukon, nous rencontrons les premiers troupeaux de rennes. Il y a de cela 40 ans, des pionniers importèrent un petit troupeau dans l'espoir de constituer pour plus tard une ressource de richesse, et ils le confièrent aux soins des Esquimaux. Puis ils exigèrent qu'ils puissent partager à parts égales entre les villages. Ces rennes se sont multipliées à un tel point qu'il n'y a guère de village le long de la côte arctique qui ne possède son troupeau collectif. Comme ressource alimentaire, le renne a pris la place de la baleine et du cheval marin. En Europe septentrionale, ces animaux fournissent du lait et sont employés également comme bêtes de trait. Mais les Esquimaux n'ont pas bien réussi à les utiliser ainsi. Ils les élèvent surtout pour se nourrir de leur chair et pour faire de leur peau des vêtements. Les jeunes rennes sont marquées d'un disque au fer rouge dans l'oreille. De grands troupeaux comme celui-ci sont la propriété des Blancs. Nous voici maintenant au pays des Esquimaux. Nous arrivons dans un village lacustre aux confins de la mer de Bering. Les Esquimaux sont un peuple très communicatif, expansif et gai, en dépit de leurs dures conditions d'existence. Ils reçoivent toujours bien les étrangers. Voyez comme ils encouragent ce petit timide à nous souhaiter la bienvenue. De
Leurs maisons ne comportent qu'une seule pièce. Elles sont creusées en terre et les murs sont faits de pierres et d'alluvions. Les Esquimaux de l'Alaska ne construisent pas des maisons de neige, si ce n'est lorsqu'ils doivent camper et qu'il leur faut se protéger contre une éventuelle tempête. Le nombre des chiens qui appartiennent à un village dépasse de beaucoup celui de sa population. Ils ont toujours faim et sont toujours prêts à se battre. Ils voleraient n'importe quoi, aussi bien une paire de brodequins qu'un caillou. Pour s'assurer des réserves de viande de phoque, les Esquimaux entreprennent de grandes expéditions sur leurs kayaks, légères embarcations faites de peaux de phoque cousues. En voici toute une flottille qui part pour la chasse. L'Esquimau se met à l'affût sur une petite crête de roc qui surplombe la mer et il transperce le corps du phoque de son harpon. Le phoque est attrapé comme un poisson à l'hameçon. On n'a plus qu'à le tirer avec la ligne. Le harpon des Esquimaux est une invention qui dénote une réelle ingéniosité. Il se compose de plusieurs dents et d'un manche de bois à extrémité mobile, attaché à une longue ligne en peau de phoque. L'un après l'autre, les chasseurs reviennent au village, portant leur prise attachée sur le dessus du kayak. Ce curieux petit bateau, insubmersible, enferme entièrement le corps de son unique occupant, qui le fait avancer en pagayant. L'arrivée de provisions nouvelles est célébrée par de nombreuses danses. Regardez toutes ces figures emmitouflées. Hommes, femmes, enfants, tout le monde veut prendre sa part du divertissement. Sans préjudice des numéros exécutés par des danseurs émérites. Notre bateau pique maintenant vers le sud à travers la mer de Bering. Nous voici dans la péninsule de l'Alaska. Nous allons affronter le passage le plus difficile de notre expédition. Profitons de la dernière occasion que nous avons de ramasser du bois et faisons une provision pour notre feu de camp de ce soir. Notre camp se dresse à la limite du pays des ténèbres, de la région qui a été bouleversée par la plus formidable éruption volcanique que mentionne l'histoire, la vallée des 10 000 fumées. Sur une longueur de 32 km et une largeur de 8, de minuscules cheminées fument de toutes parts. Il semble que la terre soit en feu. Si nous restons sur place, nous ressentons aux pieds une brûlure cuisante. L'air est alourdi par les denses émanations de gaz. Spectacle effroyable de désolation. Aussi loin que s'étend le regard, pas le moindre indice de vie. En juin 1912, c'était une paisible vallée florissante. À présent, sur près de 200 km², la terre est recouverte d'une couche de lave de 150 mètres d'épaisseur. Nous voyons ici une des bouches de la vallée. La vapeur qui s'en exhale lui donne l'aspect d'un immense plum pudding. Après avoir traversé la vallée, nous rencontrons pour la première fois le majestueux ours brun de l'Alaska. C'est le plus grand de tous les carnivores. Cet animal splendide atteint parfois la taille d'un bœuf et pèse jusqu'à 600 kg. Il est très rare qu'il attaque l'homme, à moins qu'on ne le provoque ou le blesse. Ce qui est très désagréable en Alaska, c'est qu'on y a toujours le temps les pieds mouillés. Et cependant, on n'attrape jamais de rhume. Des milliers de saumons pénètrent dans les eaux douces pour pondre leurs œufs et mourir. Ils se groupent par bancs dans les criques de l'embouchure de la rivière. Voilà que commence le temps du frais. Ils ont quitté cette même rivière il y a 2 ans, alors qu'ils étaient encore de tout petits poissons. Et voici qu'ils y reviennent. S'efforçant de remonter le plus loin possible le courant pour choisir la place où déposer leurs œufs, et puis ils meurent, tous indistinctement,
aussi bien les mâles que les femelles. Près du fleuve, empli des poissons qui agonisent, vit la cigale ou pigeon du sud, qui se nourrit et nourrit ses petits avec les œufs des saumons. Quand le saumon se trouve en perdition dans l'eau douce, le pigeon n'a plus qu'à se donner la peine de plonger pour se servir. Au terme de notre voyage, nous arrivons à la péninsule de Kina. Nous y trouvons l'élan d'Amérique. Avec ses bois aux vastes empaumures, il fait penser à quelque animal de l'âge préhistorique. L'épaisse couche de mousse qui recouvre le sol étouffe le bruit de nos pas. Sur ce tapis élastique, les troupeaux d'élans peuvent prendre leurs ébats dans le silence le plus complet. La neige qui vient de tomber oblige les élans à quitter pour quelque temps leur pâturage habituel. En voici un d'une taille puissante et qui ne doit pas mesurer moins de 3 mètres de l'extrémité d'un de ses bois à l'autre. Rencontre avec les porcs-épics. Ces petits animaux ne sont pas faciles à caresser, à moins qu'on ne s'y prenne avec un bâton. Si l'on parvient à les saisir, il est facile alors de leur faire exécuter un pas de danse. Scooter voudrait bien se mettre en chasse et nous lui faisons les dernières recommandations. Aurait-il l'intention par hasard de déraciner l'arbre? Le voilà aux prises avec le porc-épic. Mais il ne sait vraiment pas par quel côté attaquer. L'intrépidité de Scooter met en déroute le porc-épic, qui pense mieux assurer sa défense en grimpant à l'arbre. La famille épineuse est au complet, et les enfants ne sont bien plus gracieux que leurs parents. Vraiment, Scooter est brave. Il ne sort pas indemne de la bataille et porte comme des trophées des épines qui lui transpercent le museau. Mais il fait preuve d'endurance à la souffrance. Pauvre Scooter, comme te voilà embobiné dans tes pansements, c'est toi qui reviens en martyr de notre expédition, car notre voyage est terminé. Adieu, Alaska.